Eh bien, bonsoir. Voilà, il est un peu tôt ce matin, mais bon, comme je n'arrive pas à dormir, alors je vais vous lire la suite de- du chapitre 1 dans les trois premières distorsions. Et là, je vais reprendre un petit chapitre qui parle de la lumière. La lumière. Les physiciens quanticiens affirment que le monde matériel est en fait composé de champs aux fréquences énergétiques variables. Toute énergie est ultimement réductible à la lumière. Le processus naturel de création par le Logos, quand il a choisi de se connaître lui-même, fait appel à la lumière sous forme de photons pour exprimer sa pensée d'amour. La physique de ce processus a été très bien décrite par Dewey Larson dans sa théorie de réciprocité du temps et de l'espace. Dans l'équation fondamentale de Larson, ce que les physiciens quanticiens nomment vibration est appelé vélocité. Les deux termes indiquent que toutes les particules de l'univers sont en mouvement. Dans la théorie de réciprocité de Larson, la vélocité ou vibration est formée de l'une des deux façons de créer tout ce qui est. Les deux manières impliquent un léger décalage nécessaire entre l'espace et le temps. Ce décalage est nécessaire pour la manifestation de cette illusion. Tout ce que nous voyons est en réalité composé d'énergie. Dès lors que nous considérons des choses abstraites comme des idées ou des forces, ou des choses manifestées, physiques, qui ont un poids et une forme, nous sommes en présence d'illusions. La seule chose ultimement réelle de ce jeu, c'est le Créateur. Nous, en tant que joueurs participant au jeu, nous sommes des petites étincelles du Créateur qui choisissent, elles aussi, de se connaître elles-mêmes. La première manière dont le Créateur relie l'espace et le temps crée un décalage entre espace et temps en faveur du temps. Ce décalage, appelé temps-espace par ceux de la Confédération, crée les plans intérieurs. D'autres termes utilisés pour désigner les plans intérieurs sont les mondes métaphysiques, les mondes spirituels et les divers niveaux du mental subconscient. Voilà le moment auquel le grand échiquier du jeu de la vie apparaît par la décision, prise en libre volonté par le chercheur, de mener sa recherche de vérité en dehors de la boîte sociétale. La seconde manière dont le Créateur relie l'espace et le temps crée un décalage entre espace et temps en faveur de l'espace. Ce décalage, appelé espace-temps par ceux de la Confédération, crée le monde physique de notre expérience consciente. Tout au long de notre existence, nous jouons au jeu de la vie consigné à l'intérieur des paramètres de ce petit échiquier. Si nous sommes séduisants, riches, bien accompagnés, bien éduqués, avons un bon travail et sommes considérés d'une quelconque manière comme réussissant de ce que nous entreprenons, nous sommes alors des gagnants. Si nous sommes repoussants, pauvres, nuls ou mal accompagnés, sans éducation, sans un bon travail, nous sommes vus comme des perdants sur le petit échiquier. Quant au lieu de cela, nous choisissons de jouer au jeu avec un grand J,
nous rendons la vie intéressante. Nous utilisons le petit échiquier pour récolter des matériaux qui peuvent servir au grand jeu. Puis, nous bougeons sur le grand échiquier qui se trouve dans le monde intérieur de la pensée et du choix. Quand cela est fait, nous pouvons reprendre notre vie normale et exécuter des mouvements sur le petit échiquier. Et ces mouvements sont imprégnés de la sagesse que nous avons gagnée en jouant au grand jeu. En tant que chercheurs, nous faisons fusionner ces deux réalités, la réalité spirituelle de la vie intérieure et éternelle de notre âme consciente, et la réalité de consensus de la vie terrestre extérieure et physique et de notre bio-ordinateur mental. Nous pouvons vivre simultanément dans ces deux mondes. C'est d'ailleurs ce que nous sommes supposés faire. Alors maintenant, je prends un autre paragraphe qui s'appelle « L'illusion sur le grand échiquier ». On est toujours dans le chapitre 20 des distorsions. Quand le Créateur infini a souhaité se connaître lui-même, un battement de son grand cœur a fait naître la création suivante, avec toutes ses densités et sous-densités, et tous les modèles de ces densités et créations. Le temps et l'espace ont été suscités, et ce qui auparavant était immesurable et inconnaissable est devenu une série d'illusions qui, paradoxalement, étaient connaissables à un certain degré, et ces ombres de connaissance ont été très désirées par le Créateur. Et chacune de ces étincelles et de ces ombres est devenue un agent du Créateur infini unique, une pensée en et par elle-même, une pensée entourée par et centrée sur la grande pensée originale qui est l'amour. C'est ainsi que chacun de vous est un logo qui s'est abaissé et abaissé jusqu'à ce que vous puissiez faire l'expérience de l'illusion que vous êtes en train de vivre. Et chacun de vous est passé par de nombreuses expériences et de nombreuses densités jusqu'à ce moment particulier, en cet endroit particulier, chacune d'elles délicatement équilibrée dans le moment présent. Ma première illusion s'est envolée quand j'avais 5 ans. J'avais perdu une dent. Mon père, la fée des dents, est entré tout doucement dans ma chambre pour déposer sa petite pièce et prendre ma dent sur ma table de nuit. Mais j'étais éveillé. De cette information, j'ai conclu que la fée des dents, tout comme le Père Noël et les cloches de Pâques, n'étaient pas des êtres littéralement physiques. J'ai remarqué cependant que j'avais reçu une récompense en échange de la douleur de la perte de ma dent, que je recevais un panier tapissé de paille verte comme des œufs colorés et autres friandises à Pâques, qu'à Noël je recevais des présents et qu'il y avait alors dans l'air et dans les nouvelles plus de douceur et de bonheur. Cette affaire d'illusion, ai-je conclu, n'était pas toute noire ou toute blanche. Les illusions pouvaient ne pas être littéralement réelles, mais elles avaient cependant des effets mesurables dans ma vie et dans ma tirelire. À un tout autre niveau, la solidité des doigts au moyen desquels je dactylographie ces mots, c'est une illusion, tout comme l'est celle de l'ordinateur sur l'écran duquel je vois ce que je tape. Ah, j'ai eu un petit incident. Pardon.
Excusez-moi, j'ai eu un petit incident, j'ai une fenêtre qui s'est ouverte et qui a obstrué la caméra. Alors je reprends la phrase, alors je reprends tout, à un tout autre niveau, la solidité des doigts au moyen desquels je dactylographie ces mots est une illusion, tout comme l'aisselle de l'ordinateur sur l'écran duquel je vois ce que je tape. La chaise sur laquelle je suis assise, le sol sur lequel se trouve la chaise, le terrain sur lequel se trouve la maison et son sol, la planète elle-même, et absolument tout ce que je vois avec mes yeux physiques. Comme les cloches de Pâques, tout ce à quoi nous pensons n'est pas réellement, littéralement concret, mais il y a des effets mesurables. Je peux bouger dans mon champ énergétique individuel, c'est-à-dire dans mon corps. Mon monde a de la cohérence. Le clavier fonctionne. L'ordinateur fonctionne. Ma chaise et ma maison restent là, moment après moment, jour après jour. Tout est aussi concret que possible. C'est de la réalité du consensus généralement accepté comme un fait. Mais la science parle autrement quand il s'agit de regarder les choses de tout près. Sous un très puissant microscope, la solidité disparaît. Nos cellules et toutes les cellules ou molécules de toute matière, organique ou inorganique, ressemblent à des étoiles éparpillées dans le ciel et par une belle nuit. À ce niveau microscopique, nous sommes comme des parties d'un univers infini de soleils autour desquels orbitent des planètes en relation avec d'autres systèmes solaires de diverses manières. Pardon. Prenons par exemple pour modèle un atome d'hydrogène et plaçons un proton de la taille d'un petit pois sur la ligne de 50 mètres d'un terrain de football. La première particule qui parcourt une orbite est de la taille d'une tête d'épingle et circule quelque part parmi les places les moins chères du stade. Pour l'observateur du parcours orbital tourbillonnant de l'électron de cet atome d'hydrogène, la matière dite solide est de l'espace quasiment vide. La masse est fameusement mise en question. Cet univers est fondamentalement un univers d'énergie en mouvement, en vibration, et non un univers de matière au repos. Les systèmes de croyance de l'Orient diraient que tout le monde physique est pure illusion. Ils appellent cette illusion Maya. Ils ne lui accordent aucune valeur. Ils suggèrent que sa seule utilité est d'être découverte et d'être inscrite sur la liste de plus en plus longue des illusions qui ne signifient rien. L'objectif est d'aller au-delà de l'illusion et de demeurer dans la paisible vacuité du non-désir. Pour ceux de la Confédération, au contraire, l'espace vide en réalité est plein. Le groupe QO dit « Votre création et la mienne sont un plénium, un vaste infini absolument plein de la lumière qui est la vie elle-même dans sa première manifestation. » Dictionary.com donne la définition suivante d'un plénum. Tout l'espace vu comme étant plein de matière par opposition à un vacuum. Le plénum de notre espace qui paraît vide, qu'il s'agisse de celui qui se trouve entre les atomes à l'intérieur de notre corps, dont notre univers interne, ou bien entre les mondes de notre univers extérieur, est plein d'énergie vibrante. L'énergie est vivante. La tradition yogique nomme cette énorme énergie le prana. La science antique l'a appelée éther. Les scientifiques plus modernes l'ont appelée, entre autres, énergie du point zéro. Pour la science actuelle, cette énergie du point zéro est de l'énergie potentielle. Cela signifie
qu'elle a le potentiel d'accomplir un travail, c'est-à-dire de produire du mouvement, mais qu'elle existe dans un état non manifesté. Quel que soit son nom, elle est pleine de l'énergie du Créateur unique. Il n'y a jamais d'absence d'énergie dans la création infinie unique. De temps en temps, des gens ordinaires vivent des expériences hors de l'ordinaire, ce qui démontre la nature illusoire du monde qui nous entoure. Peut-être avez-vous déjà vu un hypnotiseur enfoncer une épingle dans la chair d'un sujet en lui suggérant qu'il n'a pas de douleur. Le sujet ne ressent pas de douleur. Ou bien l'hypnotiseur suggère à un sujet de marcher sur des braises et affirme que celui-ci n'aura pas de brûlure. Le sujet n'a en effet pas de brûlure. Ou bien vous avez pu lire qu'une petite femme frêle est parvenue à soulever l'avant d'une voiture pour délivrer son enfant coincé dessous. Dans des circonstances où l'individu croit de tout son cœur que les règles de l'illusion peuvent changer, elles changent. Il serait stupide d'agir comme si le corps, le clavier, l'ordinateur, la chaise, la maison et le terrain sur lequel elle repose n'étaient pas du solide. Dans l'illusion de la réalité de consensus, tout est du solide. Il en est ainsi dans l'ensemble de la réalité qui s'éveille. Mais pour saisir la nature du grand échiquier, il faut se souvenir que l'univers est un univers de vibration et de mouvement, et non pas de stabilité et de repos. Certains scientifiques s'accrochent toujours à l'idée de l'équilibre qu'ils voient comme un état infiniment durable. Selon ceux de la Confédération, cependant, tous les éléments de l'univers s'influencent mutuellement en permanence, et ces vibrations n'atteignent jamais l'équilibre pendant les milliards d'années au cours desquelles la création se poursuit à travers ses densités. On va parler des catalyseurs sur le grand échiquier. Il est très difficile de percevoir que le service principal et central au Créateur infini, unique, est celui d'être. Et cependant, c'est ce que vous êtes venu faire sur Terre. Vous êtes venu ici pour être vous-même, pour respirer l'air, pour participer à l'illusion de la planète Terre, pour passer par tous les détails du vécu du catalyseur, pour réagir à ces catalyseurs et passer par les périodes de joie et de souffrance que ces catalyseurs vous offrent. Et toujours, votre responsabilité principale, c'est d'être vous-même, de ressentir vraiment, de vous examiner vous-même aussi complètement que possible et de vous connaître vous-même jusqu'aux limites de vos possibilités. Vous souhaitez vous connaître vous-même, non pas pour vous juger, vous condamner ou vous congratuler, mais simplement pour prendre conscience de qui vous êtes. Dans ce premier chapitre, nous avons commencé à élaborer une idée de ce à quoi ressemble l'univers qui nous entoure. Aux yeux de ceux de la Confédération, nous vivons dans un univers unitaire, interactif, où tout est vivant et tout est un. Nous avons découvert que la création telle que nous la connaissons est issue du désir du Créateur de se connaître lui-même et que le principe créateur ou essence du Créateur est la pensée ou logo d'amour inconditionnel. Nous avons vu que le logo utilise la lumière primale, c'est-à-dire le photon, pour construire la création et qu'il y a création d'énergie et non de matière, une création faite de lumière dans son engendrement naturel des éléments et de toutes les combinaisons d'éléments dans toutes les choses créées. Et nous avons vu
que toutes ces choses créées forment une création physique qui est illusoire.